Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, je l'espère en pleine forme pour les petits vénards en vacances et ceux qui n'y sont pas encore, force à vous, ça arrive très vite aujourd'hui, une causerie format 15-20 minutes sur toute l'actu de l'OL avec ce matin un match amical contre Molenbeek. C'était pas le match du siècle, c'est vrai, on s'est bien fait chier, on peut le dire, c'était extrêmement long et d'un point de vue foot, pas hyper intéressant, on va en reparler ensemble, et on évoquera aussi les propos de Fonseca qui confirment que l'OL a un besoin urgent dans, je le cite, tous les secteurs de jeu. C'est pas non plus hyper étonnant au vu des matchs qu'on dispute depuis quelques jours. Et enfin, on fera un point sur les dossiers Mercato. On évoquera notamment le cas de Facundo Buonanotte, l'Argentin meneur de jeu de Brighton, qui selon Fabrizio Romano pourrait intéresser l'OL et aussi Dortmund. Grosse concurrence pour nous sur le dossier, pas facile à conclure. Et on évoquera aussi une information publiée par la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, donc presse transalpine. L'OL et Paulo Fonseca lorgneraient attentivement un joueur du Milan, le jeune gardien Lorenzo Torriani, le grand gardien de quasiment 2 mètres et de 20 ans, qui intéresserait donc Paulo Fonseca et l'Olympique lyonnais, peut-être dans l'optique d'une succession à Lucas Perry. Tout ça, on va en parler ensemble aujourd'hui, mais avant de commencer les amis, le petit réflexe promotionnel, si le contenu vous plaît, ça prend une demi-seconde, c'est gratuit, et ça aide vraiment beaucoup, vous n'imaginez pas à quel point, à référencer et la chaîne et le contenu. Donc si vous le voulez bien, pensez au petit pouce, pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur l'actu Mercato, Buonanotte, Torriani, et aussi le match contre Molenbeek, vos hommes du match, ceux qui vous ont plus déçus. Dites-moi tout en commentaire, et si vraiment vous aimez la vidéo et la chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à toutes et à tous les amis. Alors on commence par le débrief du match, un match pas terrible du tout entre l'OL et Molenbeek. Un match qu'il faut, je pense, analyser en 2 temps. Alors quand je dis analyser, il faut être prudent parce que les matchs amicaux, comme souvent je le dis, ne sont pas là pour donner des conclusions radicales et un peu trop hâtives. Il faut être très prudent, il faut rester mesuré. Un match amical, surtout comme ça en début de pré-saison, au mieux du mieux, il donne des indications, des tendances. Et là, je pense qu'on a déjà au moins 2 tendances qui sont claires et nettes. Malgré l'effectif jeune et remanié, on a 2 difficultés que j'évoquerai durant le rapide débrief du match. Alors, on a eu donc 2 équipes remodelées, remaniées avec des jeunes, des moins jeunes pour un petit peu équilibrer la sauce. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'OL manque tout d'abord de créativité. Ça, c'est pour moi un point qui est tellement frappant et évident. Et aussi, et surtout, l'OL est fragile, reste très fragile en transition attaque-défense. Quand tu vois que en seconde mi-temps, Matic joue à 2 à l'heure, latéral, à droite, à gauche, tranquille, piano, quand tu vois que le jeune Diawara, qui lui il me gonfle parce que ça fait 2 matchs où je le vois jouer, et en théorie, dans un OL low cost, Diawara, il doit avoir une carte à jouer. Il doit venir là en ayant les crocs qui rayent le parquet, il veut tout défoncer, mais ce n'est pas le cas. Moi, Diawara, sur les 2 matchs, contre Villefranche et contre Molenbeek, je vois un gamin de 20-21 ans qui joue extrêmement lentement, qui se regarde jouer, qui est un petit peu en mode nonchalant et dilettante, pour être très précis. Ça me plaît pas du tout. Franchement, ça me plaît pas du tout. C'est pas pour moi la motivation qu'il faut avoir sur un terrain, même en match amical. Les matchs amicaux, on le sait, ils ont 2-3 buts simples. De 1, faire une grande revue d'effectifs. Ça, c'est important. 2e point, être prêt physiquement au fil des matchs. Et 3e point, si possible, rebattre les cartes, faire douter l'effectif, faire douter le staff. Dans le cas de Diawara, c'est un joueur qui est parti en prêt au Havre. Il revient chez nous, il a une carte à jouer. L'OL va être en mode low cost, effectif réduit, beaucoup de départs, on va avoir un effectif largement rajeuni. Quand je vois ce qu'il propose sur les 2 bouts de match qu'il fait contre Villefranche et Molenbeek, moi ça me rend fou. Ça me rend fou. Je me dis que ce garçon-là doit tout arracher, il doit arracher le bitume, le gazon pour être très précis, mais voilà, sur 45 minutes, c'est pauvre, quoi, c'est pauvre. Et c'est un petit peu à l'image de l'OL, quoi. Je me dis, mais dans quel but nos joueurs ont-ils abordé ce match-là contre Molenbeek ? Quel était en fait le but du match ? Tu le joues avec une forme de stérilité, c'est très convenu, c'est scolaire, on maîtrise globalement la possession durant 45 minutes, mais après t'en fais quoi ? T'en fais rien, vraiment rien. Alors oui, ça reste un amical, c'est vrai, c'est le second match de pré-saison,
mais franchement, d'un point de vue foot, que c'est faible. Créativité insuffisant, initiative insuffisant, intensité insuffisant. En fait, ce match-là, comment l'a-t-on vraiment abordé? Moi, je me pose la question, ça sert à quoi de faire un match amical si tu n'as pas de rythme, très peu, tu joues en prenant très peu de risques? Je veux dire, c'est maintenant que ça se joue en fait. Logiquement, les matchs amicaux servent à ça. Ils servent à montrer qu'il y a une tendance, une dynamique, montrer que des éléments se révèlent, montrer que tel jeune propose tel contenu, montrer qu'il y a des places à prendre, qu'on peut inverser la hiérarchie, la structure du club. Ça sert à ça un match amical. Et là, les amis, moi j'ai vu tout sauf ça. Ça fait maintenant, je crois, 6-7 mois que Fonseca est en place à l'OL. Et quand il est arrivé chez nous, il a dit « Je veux une équipe qui sache gérer un pressing de qualité ». Franchement, les amis, depuis qu'il est en place, Fonseca, le pressing, je le cherche encore, quoi. Et sur ce match amical-là contre Molenbeek, c'est le moment ou jamais pour tester ça. On veut voir des phases de pressing. Et moi, j'ai vu un OL qui ne pressait pas, était en bloc médian. Est-ce qu'on a une consigne du staff? Ne pas trop presser, ne pas chercher haut, par manque de coffre physique, pourquoi pas? Mais je pense que le coffre, que le volume physique se travaille maintenant. C'est maintenant que tu bosses ça, la caisse physique, la capacité à faire les efforts, à répéter les courses pour aller presser et harceler l'équipe d'en face, c'est maintenant que ça se joue. Voilà, c'est pas dans 3 semaines que tu vas commencer à presser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ce point-là, quand même, il est sacrément important, quoi. Il y a eu tellement de matchs où on s'est dit l'an passé que l'OL manquait d'intensité, manquait de rythme pour aller chercher haut, pour aller presser, et là on le voit même pas. Voilà. Moi les gars, je m'interroge, vous me le direz en commentaire, moi je m'interroge sur la faculté qu'a l'OL à développer ce pressing de qualité. J'ai plus vu un OL en accordéon, bloc médian, qui allait très peu chercher Molenbeek, qu'un OL conquérant qui voulait imprimer un rythme. Et d'ailleurs, Fonseca l'a dit à l'issue du match, je pense que lui et le staff sont, je pense, déçus du rendu final. Alors d'un point de vue intensité et foot, c'était pauvre. D'un point de vue créativité, c'est un énorme problème que j'évoque depuis quelque temps sur la chaîne. Tu perds Cherki, c'était ton créateur phare, celui qui te créait par match 2, 3, 4 passes clés. Tu le perds. Tu perds en plus Almada, qui devait être, je pense, l'héritier naturel de Ryan. Tu le perds aussi. Pas de Cherki, pas d'Almada. En termes de créativité, tu prends une belle claque. Tu prends une grosse claque dans la tronche, déjà. Et sur ce match-là, on l'a vu. Il y a eu des séquences de jeu où t'avais un temps de possession relativement propre, mais t'en fais quoi? T'en fais rien. T'en fais vraiment rien. Alors oui, prudence, c'est un match amical, c'est vrai, mais on a déjà une petite tendance, une indication, l'OL manque vraiment de créativité. Et ça, c'est un point qui, je pense, s'il n'est pas corrigé rapidement, posera de vrais problèmes pour la saison. C'est un point qui est pour moi évident. Donc quand tu cumules manque d'intensité, de rythme, manque de créativité et un gros, très gros, trop gros déchet technique, forcément, c'est pas un grand match de foot. Mais il y a un troisième point qui me dérange vraiment, les amis, c'est en transition attaque-défense, cette naïveté qu'on a encore. Parce que oui, il faut le dire, j'ai encore vu ce que depuis maintenant des mois et des mois je déplore en vidéo sur la chaîne, ce manque de, je dirais à la perte de balle, ce manque de réactivité de l'OL, ce manque d'équilibre à la perte de balle en transition attaque-défense. Il y a plein de séquences, je dirais 3 ou 4 pour Molenbeek, où en 3 passes verticales, ils ont su briser le bloc de l'OL et très vite se créer une situation, voire occasion. Rappelez-vous la séquence où, en 3 passes verticales vers la droite, Molenbeek trouve l'attaquant droit qui centre du gauche vers, je crois, l'ailier gauche ou latéral gauche qui est monté. Et là, poteau, quoi. En 3 passes, l'OL est brisé en 2. Et ça, encore une fois, pas de conclusion radicale. Ça peut s'améliorer, ça peut progresser évidemment, mais on a une tendance qui nous montre que l'OL est justement une équipe qui n'est pas tout à fait à l'aise en transition attaque-défense, parce qu'il te manque ce foutu profil que j'évoque très souvent en vidéo, d'équilibre, un profil qui va t'équilibrer le bloc en transition attaque-défense. Sur ce sujet-là, je suis pragmatique. Quand tu prends les profils qu'on a dans le cœur du jeu, Matic, Tessman, qui sont a priori partis pour être titulaires à l'instant T, et quand tu as en plus des joueurs qui déçoivent comme Diawara, tu n'as pas ce profil qui peut t'équilibrer le milieu de terrain et venir casser une transition attaque-défense. Tu l'as pas. Clairement, tu l'as pas. On n'a pas ce profil de joueur destructeur, il en faut un. On n'est pas une équipe qui peut prétendre, et ça je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que beaucoup pensent qu'on peut comme ça tout le temps instaurer un rapport de force et de domination technique. On n'a pas une équipe qui peut totalement
d'un point de vue foot, dominer l'équipe d'en face. Je pense qu'on n'a pas le matos nécessaire pour totalement maîtriser de A à Z un match. Donc si on part de ce constat-là, il te faut revenir à un foot plus pragmatique. Et dans notre milieu de terrain, je pense qu'il nous manque un profil d'équilibre. J'en parle très souvent, mais Atangana, danois, oui, ça coûte cher. Peut-être 10, 12, 13 millions, bien sûr. Mais c'est tellement important. Et là encore, c'est pas une conclusion, mais une tendance. Ce match contre Molenbeek, à 3-4 reprises, montre bien que l'OL manque d'équilibre en transition, attaque, défense. En fait, on est un petit peu entre deux feux. Et je pense que c'est le point auquel va se heurter Fonseca très rapidement s'il n'y a pas de changement durant le mercato estival de l'OL. Fonseca veut un jeu protagoniste, un jeu qui est ambitieux, porté vers l'avant, à base de jeu de position, de mouvement et de possession. Très bien, ça me va, c'est un beau principe de jeu. Mais ce principe-là va se heurter à la réalité. Parce que la possession, c'est bien, mais quand tu n'as pas les profils créatifs pour faire mal dans le camp adverse, tu te livres forcément aux transitions. Et à la perte de ballon, l'OL reste extrêmement friable. On se fait très vite ouvrir en deux parce qu'en transition, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez puissant pour casser une transition attaque-défense. Et si je devais conclure, pour moi, le manque de créativité et le manque d'équilibre en transition attaque-défense sont les deux points, les deux grandes tendances que je retiens des deux matchs amicaux de l'OL, je dis bien à l'instant T. Pas de conclusion, mais des indications. Voilà en gros mon débrief du match. Maintenant, on passe à la suite, le Mercato Show, avec le dossier numéro 1, l'information délivrée par Fabrizio Romano. L'Olympique lyonnais s'intéresserait fortement à un joueur, profil vraiment intéressant que j'évoquerai après dans la vidéo. En l'occurrence, Facundo Buonanotte, l'Argentin, le meneur argentin gaucher extrêmement talentueux, qui appartient à Brighton. Alors les amis, qui est donc Facundo Buonanotte? Alors, profil vraiment intéressant, je te dis franchement, et en tout point, c'est un profil, si par bonheur on pouvait le concrétiser, qui ferait beaucoup, mais alors beaucoup de bien à l'OL. Pourquoi? C'est un joueur qui est plutôt meneur, voire parfois meneur excentré, demi-espace droit. Et dans cet OL-là, qui doit a priori jouer soit en 4-2-3-1, mais moi je pencherais plus pour un 4-3-3, en prenant en compte la perte de Cherki et Almada. Donc 4-3-3, si on parvient à prendre un profil de meneur excentré, demi-espace droit, qui rentre dans l'axe sur le gauche pour délivrer des bonnes passes, qui peut sentir le jeu, profil parfait. Maintenant, il y a des questions. Ça coûte cher. Il est estimé, je crois, à quasiment 20 millions sur Transfer Market. Ça coûte extrêmement cher, c'est vrai. Profil qui n'est pas donné. Je pense que le salaire est aussi intéressant en PL à Brighton. Et surtout, selon Romano, il y a l'intérêt concurrentiel de Dortmund. Alors, oui, bien sûr, c'est normal. Qui dit bon joueur dit intérêt des grandes écuries ou des plus grosses écuries européennes, comme Dortmund, évidemment. Mais si par bonheur l'OL pouvait, sur une formule arrangeante pour nous et Brighton, trouver un prêt sec, ou par le plus grand des miracles, un prêt avec une option d'achat, ce serait très bien. Profil vraiment de grande qualité. À Brighton, ceux qui aiment bien la PL l'ont vu tous les week-ends comme moi j'imagine. Voilà, c'est vraiment un très bon joueur, quoi. Créatif, qui sent le foot, qui peut très bien repiquer dans l'axe, partir du côté droit, ou se recentrer, frapper du gauche, passer, très belle frappe de balle, très sèche. Ouais, c'est un bon profil de jeu, quoi. Moi, j'aime bien. Alors, évidemment, dans le foot de maintenant, qui parfois est tellement stéréotypé, avec des profils très puissants, costauds, quand tu as un joueur comme ça qui, techniquement, est au-dessus de la mêlée, et qui en plus est gaucher, j'aime beaucoup les gauchers, bah oui, ça fait une différence, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'imagine que pour l'OL, si on part sur non pas un 4-2-3-1, mais un 4-3-3, avec deux relayeurs et devant ligne de 3, je pense qu'il nous faut impérativement au moins un profil demi-espace droit plutôt créateur. Moi, typiquement les amis, si on me dit que demain, l'attaque de l'OL, c'est à gauche Fofana, qui peut attaquer l'espace, fort dans le 1 contre 1, très dynamique et percutant, numéro 9, Mikotadze, qui est à la fois un bon finisseur et aussi qui peut décrocher, contribuer au jeu, combiner, et à droite, demi-espace droit qui rentre dans l'axe pour devenir quasiment un numéro 10 qui soutient Mikotadze, un profil comme Buonanotte, c'est parfait. Pour moi, c'est un trio qui est ultra complémentaire. On aurait un percuteur à gauche, un numéro 9 clinique en pointe et un créateur légèrement décalé à droite qui pourrait être Buonanotte. C'est parfait. Je ne vous apprends évidemment rien si je vous dis que si l'OL parvient à le signer, c'est pour nous une plus-value qui est immense. Voilà, on va rester sérieux et réaliste. Si on signe Buonanotte, c'est un profil pour nous qui serait de qualité plus. Maintenant, gros salaire, gros contrat, valeur marchande très importante. Est-ce qu'on a les moyens de le faire?
J'ai quelques doutes. Maintenant, voilà, sait-on jamais, s'il y a une surprise demain, je dirais bravo aux dirigeants qui ont su flairer le bon coup, mais ça va être vraiment difficile. Donc pour moi, une piste vraiment intéressante, qui coûte cher, mais qui serait une plus-value immense d'un point de vue foot pour l'OL dans cet effectif-là. Et pour terminer, le troisième thème de la vidéo, c'est le cas du gardien de but, parce qu'on a appris via la presse aujourd'hui que, alors, en fait, c'est un petit peu d'une pierre deux coups, deux informations dans l'une. Alors, on a appris tout d'abord que l'OL cherchait à faire capoter le transfert de Matt Turner, le gardien américain de Nottingham Forest, donc qui aurait dû signer à l'OL. L'OL veut donc mettre fin à ce deal. Alors, encore une fois, c'est les joies de la gestion cataclysmique de Textor qui a fait tellement de mal à l'OL, vraiment tellement de mal. En fait, il se trouve, les amis, que John Textor a fait signer Matt Turner à l'OL avant le passage DNCG. Donc si je résume, c'est ce que nous apprend l'équipe aujourd'hui, John Textor a fait signer un joueur pour 8 millions, numéro 2 à Palace, numéro 2 à Forest, et même quasiment en sélection, pour 8 millions d'euros, salaire annuel 2 millions donc à l'année. Il l'a fait signer chez nous, alors que la DNCG, quelques jours après, envoyait l'OL en Ligue 2. C'est de la folie pure, c'est un kamikaze. Textor est un kamikaze, et dans l'article, l'équipe le dit très clairement, ce transfert-là mettrait en très grande difficulté l'OL sur son plan, sur ses transferts à venir pour la fin du mercato. C'est de la folie. C'est encore une fois de l'héritage terrible de Textor, qui a fait n'importe quoi, qui en fait, je l'avais dit en vidéo, qui a privilégié l'intérêt du business au-dessus de l'intérêt de l'OL. C'est dramatique. C'est une situation lunaire dans laquelle les dirigeants, Michel Kang, Gerlinger et Mathieu Louis-Jean, doivent faire annuler un contrat signé par Matt Turner avec l'ancien président de l'OL, qui a fait n'importe quoi, qui, en plus, il le savait très bien. Il savait que la DNCG allait dire qu'il fallait du cash pour faire vivre le modèle OL. Ça, il le savait, Textor. Et malgré ça, malgré ce que demandait la DNCG, il s'est permis de conclure un petit deal entre copains, entre Marinakis et lui, pour faire venir à l'OL un gardien numéro 2 pour 8 millions d'euros et 2 millions de salaire annuel. D'ailleurs, j'y pense, les gars, vous devez impérativement lire l'article de l'équipe dans lequel parle en longueur Jean-Marc Mikeller, qui est président de la DNCG, et Mikeller dit clairement, la DNCG avait expliqué à John Textor qu'il fallait 240 millions d'euros pour couvrir les pertes actuelles et à venir de l'OL. 240 millions d'euros. Et Mikeller le dit bien, c'est grâce aux efforts des dirigeants actuels, donc Michel Kang et Gerlinger de l'OL, que l'OL reste en Ligue 1. Et malgré ça, John Textor a conclu des accords farfelus, totalement farfelus. Matt Turner, Danilo qui, heureusement, je dis bien heureusement, qui aurait dû coûter à l'OL environ 20-25 millions d'euros et qui a été détourné vers Botafogo. C'est de la folie pure. Et ceux qui me diraient, Mika, il n'était pas au courant parce que c'était avant le rendez-vous du 24 juin, les amis, info que je vous donne, j'ai réussi à me procurer un échange de M. Mikeller avec un dirigeant français, dans lequel le président Mikeller dit clairement que la DNCG, écoutez bien, avait averti par courrier John Textor, donc nominativement, il y a maintenant plusieurs mois, de ce que la DNCG demandait à l'OL en termes d'exigence pour satisfaire l'an prochain et donc son maintien en Ligue 1. Le courrier de la DNCG n'a été consulté et ouvert par Textor qu'en mars dernier, soit seulement 3 mois avant le rendez-vous tellement important face à la DNCG. Donc en d'autres termes, Textor savait exactement ce que demandait la DNCG et malgré ça, malgré les exigences de la DNCG, il s'est dit on s'en fout, les deals restent les deals, le business reste le business, on va faire signer Turner pour 8 millions et Danilo pour 25. Bravo John Textor, heureusement que ce cauchemar a pris fin, en tout cas en partie, partiellement, parce que vraiment, avec lui, on partait dans le précipice. Tout ça pour dire que, même si Matt Turner ne vient pas à l'OL, il semblerait que notre club et Paulo Fonseca s'intéresse ardemment à un autre profil de gardien qui pourrait venir enrichir l'effectif du club. Ça pose question. Avant de parler du profil du joueur, que compte faire l'OL de Lucas Perry? On le sait, il y a eu quelques intérêts de Newcastle, de la Roma, et un peu de la Turquie aussi, et aussi de Neom en Arabie Saoudite. Est-ce que l'OL est vendeur? Est-ce que le joueur veut partir? Est-ce que le joueur
est absent pour des raisons avant tout liées à un potentiel départ, je ne sais pas. Au club, on dit que non, il a une blessure qu'il faut résorber. Pourquoi pas? Je laisse le bénéfice du doute à ceux qui expliquent la raison. Mais ce qui est sûr, c'est que l'OL semble vouloir un gardien, un profil de gardien qui corresponde bien aux besoins de Fonseca. Et ce gardien pourrait être un certain Lorenzo Torriani, gardien de 20 ans. C'est un 2005 qui appartient au Milan, très grand, 1,97, très longiligne, et donc tout ça pour dire que l'OL serait intéressé par son profil, selon la Gazzetta dello Sport. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de qui est Lorenzo Torriani? Profil très grand, je vous l'ai dit, mais surtout point intéressant, donc il est jeune, appartient au Milan, toutes ces classes il les a faites au Milan, chez les jeunes, les U17, la Primavera, bref, il a tout fait au Milan. Mais il a un point qui colle bien à ce que demande Paulo Fonseca, c'est le jeu au pied. Il a un très très bon jeu au pied, très précis, et à ce niveau-là, ça colle bien au projet de jeu du coach portugais. Alors, les amis, je ne l'ai pas assez vu jouer, mais j'ai voulu faire appel à quelqu'un qui le connaît bien et qui l'a vu jouer régulièrement l'an passé en pré-saison et cette saison également. Et je remercie évidemment mon ami Tang qui m'a livré un commentaire tellement précis et concret. Je mets à l'écran son compte Twitter pour aller le suivre, ceux qui aiment bien le Milan. Et donc voici ce qu'il me dit sur le gardien Lorenzo Torriani. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir et qui est donc ce jeune gardien du Milan? C'est un jeune qui sort l'an passé d'une très bonne pré-saison, il fait quasiment 2 mètres, mais un très bon jeu au pied. Aujourd'hui, il a encore fait une très belle entrée contre Arsenal et les a écœurés au penalty. Alors ce qui est intriguant, c'est que dans les classes de jeunes, hormis chez les U16, il n'a jamais été le titulaire des équipes. Ni avec le Milan B, je crois que l'an passé, il doit jouer environ 3 matchs. Aussi car il avait été promu 3e gardien car Fonseca avait vraiment bien aimé le jeune. Il n'a pas non plus été titulaire avec la Primavera, les moins de 21 ans. Dans le secteur jeunesse du Milan, les espoirs sur la perspective qu'un gardien perce à très très haut niveau, à l'heure actuelle, se porte plus sur Longoni, qui est un 2008, donc il a à peine 17 ans, qui est un prédestiné, mais encore très jeune évidemment. En revanche, Lorenzo Torriani a montré sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, de très bonnes choses intéressantes pour sa défense. Il était même rentré en C1 contre Liverpool, il est très apprécié par le club et le groupe, c'est un jeune travailleur. Voilà ce que me dit Tang sur le profil de Lorenzo Torriani. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un grand gardien, quasiment 2 mètres, très très bon jeu au pied, et il semblerait, parce que je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que si l'OL s'intéresse à un gardien comme lui, comme Matt Turner, comme Textor le voulait, avant qu'il ne soit démis de ses fonctions, qu'il ne parte en direct de ses fonctions, il semblerait que l'OL veuille vraiment un gardien. Alors, on peut imaginer que Lucas Perry soit l'un des 2-3 candidats au départ, j'en suis convaincu, parce qu'il a une valeur qui n'est pas négligeable, environ 20-25 millions d'euros. Je pense qu'un profil comme Lucas Perry peut à tout moment intéresser un club de PL, un club d'Europe de bon niveau, parce qu'il est grand, puissant, profil relativement moderne. Donc l'OL prospecte attentivement. Et dans le cas de Torriani, alors oui, il est jeune, très peu de références au plus haut niveau, mais en termes de profil, il colle, il match vraiment avec ce que veut Fonseca. Donc c'est pas non plus déconnant. On sait qu'on a peu de moyens et que l'OL ne pourra jamais mettre 10-15 millions sur un gardien, c'est impossible. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité, de malice, être vraiment intelligent. Je pense que c'est un deal qui peut être intelligent. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire à l'OL? Je ne sais pas, je ne l'ai pas assez vu. Mais en tout cas, l'idée, le profil semble vraiment bien ciblé et bien défini. Grand gardien, profil relativement moderne et surtout fort sous pression dans le jeu au pied. On le voit dans les différents profils que cible l'OL. Afonso Moreira, 2 millions, c'est un coup. Ruben Kluivert, environ 3 millions, c'est encore une fois un coup tenté par le club. Pierre Lesmelou, prix apparemment réduit d'environ 5-6 millions, là encore une pioche intéressante. On est sur des profils de joueurs ciblés qui sont à bas coût et accessibles pour l'OL. Et je rappelle l'information qu'avait délivrée l'équipe aujourd'hui, c'est que le transfert de Matt Turner aurait pénalisé l'OL dans ses futures acquisitions. Et Matt Turner aurait été payé par l'OL 8 millions d'euros. Donc, ce qu'il faut comprendre, si on est un petit peu logique par déduction, c'est que les moyens dont l'OL dispose pour ses potentiels recrues sont aux environs peut-être au total des 10-15 millions, si on est vraiment malin et logique. Voilà, donc petit moyen, budget réduit, donc forcément il faut des idées. Et comme dirait le célèbre adage, quand on n'a pas de pétrole, il faut des idées. Et l'OL n'a pas de pétrole ou très peu, et doit avoir de belles idées. Est-ce que lui en est une? Je pense que oui.
on verra bien la suite au prochain épisode. Sur ce les gones, portez-vous bien, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, aux commentaires, abonnez-vous et activez la cloche. Ciao ciao, je vous embrasse toutes et tous, et allez l'OL évidemment plus que jamais. Ciao ciao.